Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la valeur que beaucoup de gens détestent, hein, c'est la société Kering, hein. C'est vrai que, vous savez, j'ai pris une position il y a 2-3 jours en arrière, et c'est vrai que quand je l'ai pris, tout le monde m'a dit c'est de la daube, surtout pas, machin et tout. Bon, moi je l'ai pris pour un trade, mais on va regarder un peu le dossier. On va voir que techniquement parlant, il y a des petits soucis, hein. Vous allez voir, il y a eu plein de gaps qui n'ont pas été comblés. Actuellement, on est retourné à des niveaux extrêmement bas, hein, donc 250 euros à peu près, qui était déjà un gap ici. Ouais, en fait, le gap à combler, ce serait 237 à peu près. On n'y est pas encore allé. Et oui, il avait fait ici avec des volumes. On verra qu'il y en a d'autres, hein. Donc là, on est retourné à un niveau actuellement. C'était le niveau du gap, là, hein, voilà, qui était des niveaux de 2017. On est retourné au niveau de 2017 pour Kering. Donc on est retombé vraiment très bas. C'est quasiment à l'époque où Macron a pris le pouvoir, hein. C'était après, du coup, la période complètement morte, quand il y avait Hollande au pouvoir. Et quand Macron est arrivé, c'est vrai que le secteur du luxe en général a pas mal monté. Donc Kering. Donc on va voir un peu ce qui pose problème sur la société ou pas. Alors déjà, on va regarder les derniers résultats qui sont tombés, hein. C'était les résultats semestriels. Donc on l'a vu, hein, chiffre d'affaires qui était en forte baisse, hein, 11% en données publiées. Donc il s'élève quand même à 9 milliards. Un résultat opérationnel courant qui est à 1,5 milliard et un résultat net à 878 millions d'euros. Alors il faut savoir que c'est une société quand même qui gagne toujours de l'argent, hein, elle n'en perd pas. Il ne parle pas du dividende, hein, sur le communiqué de presse. Il faut savoir que la société Kering verse le dividende en 2 fois. Donc normalement, il ne devrait pas tarder à en parler là parce qu'il va falloir qu'ils annoncent, hein. Le dividende, il tombe en janvier en général. Donc janvier, puis après une nouvelle fois, je crois en avril ou en mai. On va regarder un peu maison par maison par rapport à ça. Donc vous le voyez, ce qui pose problème à la société depuis pas mal de temps, c'est la société Gucci, hein, qui est vraiment en perte de vitesse depuis quasiment 2-3 ans maintenant. Donc là, elle enchaîne encore à moins 20%, euh, au premier semestre 2024 par rapport à celui de 2023. On était à plus de 6,1 milliards, on est passé plus qu'à 4 milliards. Et en fait, les autres maisons, eh ben, ça galère pas mal, hein. Bon, ça baisse moins fort, hein, bien sûr, on est seulement à moins 9 sur Yves Saint Laurent. Mais bon, le chiffre d'affaires est beaucoup moins élevé, on est seulement à 1,4 milliard. Bottega Veneta, lui, il a l'équilibre, donc c'est à peu près le seul qui s'en sort. Et les autres maisons, qui font 1,7 milliard, sont eux aussi en baisse de 7%. Il n'y a que la partie lunettes de chez Kering, qui représente 1 milliard à peu près, qui est en hausse de 23%. On va aller voir maintenant les marges. Donc on notera qu'effectivement Gucci est la partie où il y a les marges sont les meilleures, hein. Il l'explique là, je vous le montre rapidement. On voit que les marges de Gucci opérationnelles, on est à 24,7 sur Gucci. Et le problème est là, c'est que Gucci a des très bonnes marges, mais le chiffre d'affaires est en décroissance. Pourquoi? Parce que Gucci, en fait, c'est un côté, c'est pas vraiment désirable maintenant Gucci, hein. Maintenant, c'est un peu limite bas de gamme, hein. Donc, bas de gamme du luxe, on va dire, hein. Bon, bref, donc bonne marge, mais un chiffre d'affaires qui chute. Pour ce qui est de Yves Saint Laurent, on notera que les marges restent comme assez intéressantes. On est à 22% de marge. Et là aussi, le chiffre d'affaires chute. Bottega Veneta, les marges sont pas dingues, hein. On est seulement à 14,05, hein, de marge sur Bottega Veneta. Malheureusement, bon. Et puis les autres maisons, c'est encore pire, je crois. Les marges opérationnelles, on a 2,6. C'est vraiment pas bon. Et alors là, ils ne mettent pas les marges pour tout ce qui est Kering Air Eyewear. Ils mettent pas les marges. 196 millions d'euros. Ouais, on doit être sur du 10%, j'ai l'impression, hein. 10%. Donc on est sur une société qui a des marges à peu près à 17% sur le premier semestre. Donc ça reste quand même des bonnes marges, même si c'est un petit peu décevant. On notera que le cash flow, le free cash flow opérationnel reste très positif avec 1,1 milliard d'euros. Et en fait, s'ils n'avaient pas fait l'acquisition d'un actif immobilier à New York, il serait même à 1,9. On notera qu'ils ne parlent pas de l'acquisition qu'ils ont faite aussi du côté de Milan.
Il y a eu une acquisition à Milan et ils n'en parlent pas. Je crois qu'elle était assez élevée aussi, quasiment à peu près le même tarif, hein. Et pour ce qui est des perspectives, eh ben, ils sont toujours les mêmes, hein. Ils disent qu'ils essayent d'être plus désirables et l'exclusivité de leur distribution. Donc c'est pour ça qu'ils font des acquisitions dans l'immobilier. Je trouve que les acquisitions ne sont pas connes, vu que l'immobilier actuellement est assez bas. Ils mettent quand même que compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du luxe au cours des prochains mois, après le ralentissement constaté au premier semestre, le résultat opérationnel courant du second semestre pourrait être en baisse de l'ordre de 30% par rapport au second semestre. Donc on voit que ça chutera encore plus sur le second semestre. C'est ce qui est pricé actuellement sur la valeur. Donc ils mettent le groupe s'attache à privilégier les dépenses et initiatives nécessaires au développement et à la croissance à long terme des maisons. Alors, bien sûr, ils mettent un gros chiffre, 30%. Peut-être qu'elle fera moins, hein. Peut-être que la baisse sera seulement de 25%. Du coup, ce serait une bonne nouvelle. Il ne faudrait pas qu'ils donnent une baisse supérieure. Après, quid du dividende? Parce qu'avec des baisses aussi fortes, pour moi, le dividende devrait être revu un peu à la baisse, hein. Mais bon, visiblement, ils n'en parlent pas vraiment. Donc on verra si ils en reparlent dans les prochains mois. Donc on va regarder vite fait le bilan de la société, hein, pour voir les dettes long terme. Donc on voit, alors, ils ont dû verser un dividende parce que n'importe quoi. Les capitaux propres ont baissé. On était à 16 milliards, on passe qu'à 15 milliards 7. Donc je pense que oui, c'est à cause de ça. Et les dettes non courantes, long terme, voilà, 11 milliards quand même. Donc l'endettement a vachement monté, hein. On était à 10 milliards, on est à 11 milliards. Donc plus de 1 milliard en l'espace de... ouais, en plus c'est très peu de temps là, c'est en 31-12. Donc en l'espace de 6 mois. Donc c'est vrai que là c'est problématique, mais je pense qu'ils s'endettent en faisant les acquisitions, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Voilà, donc niveau des bilans on comprend, hein, les chiffres, on comprend pourquoi la société est actuellement si basse. Donc on est sur une société bien sûr qui a une valorisation à 31 milliards, qui est bien sûr au PEA accessible, SRD aussi, et bien sûr elle a de la TTF. On notera qu'elle est vadée par Marshall Ways qui a 0,98. Il faut savoir qu'ils augmentent progressivement leur VAD sur le dossier. On avait commencé à 0,50, on est à 0,98 actuellement. Et on a eu aussi quelques acquisitions, hein, de la part de Pinot. Donc elles étaient là, hein, c'était au mois d'avril, qui passent par Artemis, donc des 25 millions, 16 millions. Là, depuis quelques temps, il n'a pas refait d'acquisition. C'est en général souvent des membres du conseil d'administration qui font des achats, mais on n'a pas eu de rachat de la part de Pinot. Il en a juste fait ici, et pourtant, les résultats ont déçu, ça a quand même continué à chuter. Donc il a fait plusieurs acquisitions au mois d'avril, et après il n'avait pas fait d'autres depuis très longtemps. Donc, la VAD est là, il y a des acquisitions, mais elles ne sont pas aussi poussées que peut le faire toujours Bernard Arnault. Donc dernière chose, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Quand on fait le comparatif par rapport au secteur, on voit qu'elle est plutôt pas mal. Il y a juste que la valeur entreprise sur le EBITDA qui est un petit peu moins bon que sur le secteur. Sinon tout le reste, on est pas mal. Une société qui a un rendement, qui on sait que j'ai pas vu le rendement tout à l'heure, mais je crois qu'on doit être à 3-4% pour du luxe, c'est comme assez rare. Même comme je vous l'ai dit quand même que le dividende risque certainement de soit stagner, soit chuter un peu. Elle a une tendance à pas non plus redistribuer plus son dividende que d'autres sociétés du secteur. Et donc on voit, hein, les ratios. On est sur un PER à 10, alors que le secteur a un PER à 22. La valorisation sur le EBITDA, c'est ça qui pose problème, on est à 4,68. Le ratio d'endettement, on est poche des 100%, donc attention à ça. Et le ROE, on est pas mal, on est à 19,20. Donc ce qui vraiment donne une mauvaise note, hein, c'est bien sûr les performances passées, ça n'arrête pas de décevoir. Il y a beaucoup de risques sur la valeur, mais le dividende est là quand même. Voilà pour la société. Donc le problème de la boîte actuellement, c'est qu'on est sur un couteau qui tombe. Alors je vais revenir un instant ici, je vais zoomer surtout, et je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'effectivement, elle a laissé plein de gaps ouverts, mais c'est des vieux gaps, hein. Vous allez voir tout de suite, des très vieux gaps. Et alors, je ne connaissais pas ce qui s'est passé à l'époque, mais on avait plein de gaps. Alors là, celui-là, il était comblé. Mais à chaque fois, il y avait des envolées avec gap. Vous voyez ici, en 2015. Beaucoup de volume et ça s'envole. Avec un gap, on a comblé derrière. Ensuite, on a là, en 2016, en juillet,
Gap, par contre, celui-là n'a pas été comblé à 150 euros. Jamais été comblé. Et de nouveau, donc je vous l'ai dit ici, Gap, 150. Alors là, il y en a eu un autre ici, mais ça a été comblé. Hein, vous voyez, il y avait à chaque fois des volumes. Hein. Ça s'envole d'un coup et ça repart en baisse. Et là aussi, donc ça c'est le dernier gap à combler. Donc là, on n'est pas très loin. Attendez, je vais vous zoomer un peu plus. Ouais, elle a fait deux gaps. Elle a fait un gap ici et après un gros gap ici. Donc là, celui-là, il est quasiment comblé, hein, il me semble. Ouais, à peu près, hein, 243. Donc on pourrait essayer de jouer effectivement le comblement du gap là, 234. Et après voir l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, qui était à je sais plus combien, attendez, je vais vous le remettre, mais donc il y avait déjà celui-là à 150 euros. On pourrait essayer de jouer un price target à 150 euros sur Keyring, mais ça pourrait aussi repartir et qu'on ne comble pas les gaps, hein, bien sûr, hein, parce que c'est des gaps qui sont très anciens, comme je vous dis, qui datent de 2016. Donc gardez-le dans le coin de votre tête, ça continue à chuter. Ouais, 150 euros, l'un des derniers gaps de la société, hein, qui date de 2016 pour rentrer sur le dossier, ou sinon ici à 240 euros pour Keyring. Alors bien sûr, graphiquement, je suis d'accord avec vous que c'est quand même un dossier assez dégueulasse, hein, qui s'effondre tout le temps. Elle est en retard, moi c'est vrai que j'ai une toute petite position, j'ai 500 euros dessus. J'essaie de jouer un rebond technique sur la valeur, mais il n'arrive pas. On est sur une baisse quand même depuis les plus hauts de 70%. On ne dirait pas que c'est du luxe, hein, comme ça, hein, quand tu vois la chute effrénée de cette société. Mais à un moment donné, ça va rebondir. Donc, soit 240, soit 150 euros sur Keyring. Vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.